Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien pour ce lundi 14 septembre, un jour particulier pour Sportez-vous bien, on va en parler bien évidemment dans l'émission. Heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule. Lucas Serdic nous présentera la nouvelle rubrique, le Zoom de la semaine. Forcément, vous savez très bien qu'on va parler du choc entre Toulouse et Sochaux. Il me fait signe non de la tête, mais attention Lucas Serdic, pas ce qui est prévu, c'est dommage. Sans oublier la question du jour et le débat avec la Coupe d'Europe de rugby. Enfin, nous recevrons Hugo Gaston, joueur de tennis. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Timothée Rouvière pour son retour. Timothée Rouvière. Bonsoir à tous. Lucas Serdic. Bonsoir. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. J'ai dit le retour de Timothée Rouvière, mais il y a le retour aussi de Marek Keta. Oh. Comment ça va messieurs? Vous allez bien? Ça va très bien, écoutez, je suis de retour chez nos confrères de France Bleu Champagne-Ardenne, tout à fait, à Reims, je reviens après 4 mois. 9 heures de route. 9 heures de route, on le dit ça pas a été assez. très long, j'ai hésité à m'arrêter pour prendre le Tour de France à Clermont, mais ouais. malheureusement non. La caravane. Mais non, mais après c'est très bien passé. L'été s'est bien passé. L'été s'est très bien passé, il y a du sport aussi à Reims, donc... et en Coupe d'Europe de foot, en Coupe d'Europe de peut-être football, dans la saison, mais voilà. Donc j'étais très heureux, etc. Et voilà, content de revenir et trouver le soleil toulousain. Et Marek Keta, comment s'est passé votre été? Moi ça va, j'ai découvert un nouveau sport. Le surf, t'as une tête à avoir surfé. Non, c'est un sport de glisse, aussi. Bah oui. Non, c'est le wakeboard. Le ski. Voilà, quand on peut pas aller à la c'est bien le Mehdi wake, Guillonneau, voilà, on a en des plus, solutions. En plus, il y a plein de spots ici. Hein. Ah ouais, il y en a plein. deux. Il y en a un à l'île Jourdain, il y en a un à Sesquières. Il y a Carbone aussi. Hein. Il y a Carbone, pas loin aussi de Rabastens, il y a un spot pas mal. Ouais. Donc c'est le wakeboard. Pourtant, Marek Keta est le seul à surfer sur la Garonne quand même. Il n'y a pas beaucoup de vagues à mon avis. Ouais. C'est ça le. Lucas, vous avez vu que j'ai dit cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur de la semaine dernière. J'ai dit. C'est mieux, beaucoup mieux. Maxime Brossard en dernier, c'est bien. On peut toujours s'améliorer, vous voyez, j'en suis radar. Et d'ailleurs, pas un cas désespéré. Et vous n'êtes plus le seul dans l'émission. Vous n'êtes plus le seul trentenaire. Eh oui, parce que ça hier. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, le 14 septembre, ça veut dire lendemain des 30 ans de Maxime Brossard. Brossard. C'est ça. Essentiellement. Oui. Bon anniversaire, Maxime. Merci. 30 ans, c'est ça hein? Ouais, ça fait mal. Une réaction, Maxime Brossard? Écoutez, voilà, ça va, tout va bien. J'ai pas trop de rhumatisme. Moi, j'ai perdu un peu les cheveux, mais j'ai la vue qui est bonne encore. Ça pousse toujours un muscu. Toujours. J'en profite pour rendre un hommage à un ancien Toulousain qui ne nous écoute pas, mais Maxime Brossard le connaît, François Rieux, 30 ans aujourd'hui François, aussi. Ouais, 30 ans. Donc là, vous êtes deux, attention, ça pique un petit peu. J'imagine que vous êtes heureux, Lucas, d'avoir un trentenaire avec vous. Oui, bon, enfin, il est encore loin de moi. Hein. Ça restera toujours quelqu'un qui a 2 ans de moins que moi. Oui, 32 vous? Bientôt. Oh là. C'est quand? Parce qu'il y a le Timothée, c'est les anniversaires en ce moment. Timothée, moi, c'est le contraire de Lucas. Nous, moi, je vais 32, faire 23 là. Ouais, Lucas a l'âge d'être le père de Timothée. C'est l'inverse. Ça fait très mal. T'as le permis? Oui, quand même. Le coup de fusil d'entrée. Ouais, 7 octobre, moi. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Les coups de cœur et les coups de gueule, chaque semaine vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Il y a beaucoup de coups de cœur, enfin il y a 3 coups de cœur et un coup de gueule. Alors le Mehdi Guillonneau à ma gauche n'a pas de coup de cœur, coup de gueule, mais va réagir bien évidemment avec nous durant l'émission, durant les coups de cœur et coups de gueule. Je vais me tourner, allez on va commencer quand même vers un coup de cœur. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard. Ouais, allez, c'est parti. C'est un coup de crosse moi, puisque je vais vous parler de hockey, je vais vous parler de la NHL. Je vais vous faire juste un petit point, voilà, puisqu'en ce moment c'est les playoffs et ce sera bientôt la finale de la fameuse Stanley Cup, puisque sont en train de se dérouler donc les fameuses finales de conférence que l'on peut comparer donc à des demi-finales. D'un côté donc il y a à l'ouest il y a Dallas contre Las Vegas et de l'autre côté donc il y a les Islanders contre Tampa Bay, le Lightning de Tampa Bay. Écoutez, le dénouement est très proche là. Demain donc à 2h du matin il y aura Vegas-Dallas et le mercredi à 2h du matin il y aura Islanders-Tampa Bay. Il faut savoir que Tampa Bay est en train de gagner 3-1 et que Dallas est en train de gagner 3-1 aussi, donc il ne leur manque qu'une victoire aux deux équipes pour peut-être se retrouver en finale.
Donc voilà, écoutez, c'est une affiche, si c'est la finale, je pense que c'est une affiche qui va ravir les fans de hockey, puisque Dallas c'est une équipe qui est quand même compte dans le paysage de la NHL. Ils ont été champions en 99, ils ont surtout bâti une belle équipe ces derniers temps avec des joueurs comme Ben, Tyler Seguin aussi. Je vous propose après l'émission, si vous avez 5 minutes, de regarder son sourire, il a plus de dents, c'est assez rigolo. Il y a Pavelski aussi qui est un ancien des San Jose Sharks. Et de l'autre côté, Vegas, voilà, je leur dis un petit mot, peut-être que si jamais... C'est tout neuf cette franchise. C'est ça, ils ont été créés en 2016 et si vous vous rappelez, en 2018, pour leur première participation, ils sont allés en finale, ils avaient perdu contre Washington. Et Dallas, c'est pas là où il y avait un joueur français qui Et Dallas, jouait, il y avait Antoine Roussel, oui, voilà. un grand bagarreur, un goon, ça, on l'aimait bien, lui. On le faisait rentrer pour se battre contre les attaquants prendre des des autres cartons, équipes. Ouais. Et il est à Vancouver maintenant, il est à Vancouver. Deux villes en plein milieu des montagnes, évidemment, Dallas et Las Vegas. Il y a de la neige. Il y a de la neige, Logique. ouais. C'est vrai que c'est niveau écologie, on n'y est pas trop là. C'est moi qui me moque de la F1 souvent. Et après, ouais, donc de l'autre côté, les Islanders de New York, la grande équipe des années 80, qui avait gagné 4 fois la Stanley Cup face à Tampa Bay avec ses stars. Donc il y a Kucherov qui est peut-être le meilleur joueur de la ligue. Il y a aussi Vasilevski qui est le meilleur gardien de la ligue. Il est assez impressionnant, on dirait un gardien de foot. Et eux, ça fait 2 fois de suite qu'ils ont été meilleure équipe de la saison régulière, mais qui se faisaient éliminer au tout début des playoffs. Et là, ça y est, ils ont peut-être l'opportunité de confirmer tous les espoirs qui sont placés en cette grande équipe. Et Toronto avait gagné l'année dernière, c'est ça? Non, pas Toronto. L'an dernier, c'était Saint-Louis. En basket. Non, il y a eu basket. C'était en basket. Ils avaient perdu en finale, Toronto. Non. L'an dernier, c'était Saint-Louis-Boston. Et c'était Saint-Louis qui avait gagné. Exact. Oui, c'est Toronto. C'était en basket. C'était la première fois qu'une équipe canadienne avait gagné. remporté la NBA. Et d'ailleurs, NBA, NHL, il y a un N, c'est pareil. À NHL, vous faites bien de le dire, puisque ça fait depuis 1993 qu'aucune équipe canadienne n'a gagné la NHL. Et ça commence à faire très très long pour les Canadiens. Je me demande ce que ça donne au niveau des audiences, puisque c'est la première fois que la NBA et la NHL, là, ils sont vraiment jumeaux en termes de période, quoi. La NBA était en baisse de toute façon sur les dernières années. Oui, ça bien sûr, mais je veux dire, la NHL tourne bien, notamment grâce au public canadien, parce que même s'il n'y a pas d'équipe canadienne, ils sont fans, quoi. Vu que c'est en même temps, ça doit être, ils doivent se faire ils un se peu tirent la confiance, bourre, ça c'est sûr. C'est un peu comme chez nous, là, ce week-end, on avait l'US Open, le Tour Formule de 1, France, la Formule 1 et la Ligue 1, quoi. Ouais, c'est sûr. Je me tourne vers vous, Marek Keta, pour un deuxième coup de cœur. Alors, il y a 2 fois football. Il y a vous et un coup de gueule de Lucas Serdic. Je vais le garder en fin de coup de cœur, coup de gueule. Et je pense il faut qu'on se garde un peu de temps. Voilà, il va falloir se garder un peu de temps. Donc, on fait vite, Marek Keta. Oui, moi, c'est rapide. On va partir en Angleterre. Parce que Arsenal est leader du championnat après une journée. Attention. Mais il y a un renouveau d'Arsenal en ce moment. Ouais, un nouveau souffle impulsé par notamment un homme. Je parle de coup de cœur, mais c'est surtout sur Arsenal. Mais en fait, c'est surtout un coup de cœur aussi sur Arteta, le nouveau coach depuis décembre. Il avait été nommé entraîneur-chef et là depuis ce week-end il est passé manager. Alors souvent les deux notions sont un peu interchangeables, mais en réalité manager c'est beaucoup plus de responsabilités. Il gère tout le recrutement, voilà, on gère le sportif, c'est sûr, ouais. et puis ça va aussi sur l'aspect médical des joueurs, enfin voilà. Et le recrutement notamment très important à Arsenal puisqu'il y a eu quelques crises internes, mais on va pas s'éterniser là-dessus. Donc oui, un coup de cœur sur cette équipe qui est un peu renaît de ses cendres. Avec des résultats convaincants, la FA Cup, le Community Shield récemment. Community Shield, on va pareil l'expliquer, c'est l'équivalent du trophée des champions, c'est-à-dire c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la coupe. Exact. Et Arsenal avait remporté la coupe, vous venez de le dire, la Cup, donc s'est retrouvé face à Liverpool. Comme ça, nous sommes complets. Et donc en proposant un style de jeu assez fluide, on voit que Arteta a fait ses armes, c'est Pep Guardiola à Manchester City. Alors évidemment, il est trop tôt pour parler de sauveur ou quoi que ce soit. Néanmoins, il a revitalisé l'équipe. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est aussi la relation entre le milieu de terrain, Granit Xhaka, qui s'était très dégradé, mais qui là, il a renoué un peu avec les supporters, avec un 3-4-3 où il a trouvé sa place et ça fait plaisir. Et il était avec El Neni, qu'El Neni avait été prêté. J'étais étonné de le revoir. Plus dans les plans d'Arsenal. Et les deux milieux de terrain qui ont tenu l'équipe d'Arsenal samedi après-midi, ce sont 2 joueurs qui n'étaient plus désirés. Un par les supporters Xhaka et 2 par les dirigeants qu'El Neni. Donc c'est aussi un beau clin d'œil. C'est ça. Donc voilà, Arteta qui a une espèce d'aura, j'ai l'impression, sur Arsenal. Puis même dans la mentalité des joueurs. On l'a vu ce week-end, les déclarations aussi de Alexandre Lacazette assez fortes, qui voit son avenir à Arsenal. On sent une vraie équipe et ça fait
fait plaisir de voir une équipe qui a quand même été en Champions League pendant plus de 17 ans et qui ne l'est plus, mais qui, voilà, on espère cette année va faire quelque chose en première. Et quand même en Ligue Europa. Sans trahir nos secrets de WhatsApp, mais on parlait du coup de cœur de Marek Keita, où vous disiez, vous, Lucas Serdic, bon, c'était que Fulham. Bien sûr, c'est que Fulham, mais voilà, il y a quand même un renouveau. C'était surtout l'intitulé renouveau que je trouve un peu excessif. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Marek pour dire que c'est plutôt un embryon on sent bien qu'il va se passer un truc. Ça sent bon, et ça me permet de dire que c'est toujours bon de bien recycler ses anciens joueurs. On le voit avec Solskjaer à Manchester, on le voit avec Lampard à Chelsea, et là avec Arteta à Arsenal. C'est quelque chose qu'on devrait peut-être apprendre à savoir un peu mieux faire chez nous en France. Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière, parce que c'est encore un coup de cœur. On va finir par le coup de gueule, mais vous allez comprendre pourquoi on laisse un peu de temps. Parce que moi, je vais faire un petit teasing en direct. Voilà. Que pareil, sur le groupe WhatsApp, sur la discussion de toute l'équipe de Sportez-vous bien, ce midi, enfin vers 11h, voilà, ça s'est bien frité gentiment, mais il y a eu quelques explications sur ce coup de gueule de Lucas Serdic, mais très gentiment, attention, bien évidemment. Ouais, mais je me tourne d'abord vers vous, Timothée Rouvière, parce que après l'exploit de Gasly la semaine dernière, on retourne sur le Grand Prix d'Italie, parce que vous, c'est votre coup de cœur. C'était un joli Grand Prix. C'était le Grand Prix de Toscane. Au Mugello. C'était un beau Grand Prix. Alors, moi personnellement, j'avais un petit peu peur de m'ennuyer parce qu'on le voit depuis le début de la saison. C'est Hamilton qui gagne. Là, c'est encore la 90e victoire. Il y a une victoire de Michael Schumacher. On voyait pendant les essais libres que les Mercedes dominaient, que derrière, il y avait toujours les Red Bull, les Racing Point, et que c'était toujours compliqué pour Ferrari. Et en fait, on est passé d'une course qui semblait très très destinée pour les Mercedes à une course totalement folle. Dès le premier tour, on a déjà un crash avec Verstappen et Gasly qui sont out. Pendant 9 tours, on a la voiture de sécurité. La voiture de sécurité, pour rappeler, c'est une voiture qui se met devant les monoplaces. Interdit de doubler. Interdit de doubler à allure réduite pour permettre d'évacuer les débris de la piste. Et ensuite, au 9e tour, au restart, et ben là, improbable, Valtteri Bottas qui est en tête, redémarre d'un coup et fait le coup de l'accordéon. De l'accordéon, et derrière il y a la voiture de Magnussen, celle de Giovinazzi, de Latifi, d'Ocon et de Sainz qui sont à out, drapeau rouge. Grosjean aussi, non? Grosjean, c'est après. Il s'en est sorti, mais à la radio, la radio, ça a été bip 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 parce qu'il a insulté tout le monde avec le stress. C'est assez impressionnant. Moi, je vous invite vraiment à aller voir les images. Donc on se retrouve au 10e tour de course. Mais tout le monde va bien. Voilà, tout le monde va bien. Heureusement, on se retrouve au 10e tour de course avec 13 voitures restantes sur les 20. On a des Charles Leclerc qui est 3e à ce moment-là. Charles Leclerc, on sait que ça Ferrari, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, avec beaucoup quand même de, on va dire d'étonnement. On s'attendait pas forcément à voir autant de spectacles, et ça fait quand même plaisir à voir. Il y a eu un autre drapeau rouge ensuite avec Lance Stroll qui part dans le mur. Bon, au final c'est un petit peu toujours la même chose, mais on voit que quand il y a des circonstances de course comme ça, on s'ennuie pas trop en Formule 1 et on aimerait voir ça un peu plus souvent. C'est dramatique pour les voitures, mais voilà, on aime quand il y a ça. Lucas Serdic. Il y a surtout un très beau circuit qu'on n'a pas beaucoup emprunté, le Mugello, et qui a une piste étroite et que les pilotes adorent parce que c'est vraiment un circuit qui les challenge, et ils ont tous dit ça à la fin. Alors que beaucoup peut-être se disaient s'il y a eu des accidents c'est à cause du circuit, alors qu'au final pas vraiment, c'est Bottas qui fait n'importe quoi. C'était sur des lignes droites. C'est sur la ligne droite, c'est pas le circuit le problème. Par contre les pilotes ont kiffé, et il faudra peut-être prendre leur avis en considération parce que c'est vrai que c'est un très beau circuit. Moi j'ai beaucoup aimé le regarder. Gardez la parole, Lucas Serdic, parce que c'est votre coup de gueule. On va parler du match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille hier. On va parler plus principalement, entre guillemets, désolé si c'est pas vraiment français, mais de Paris Saint-Germain Marseille, de l'arbitre du PSG-OM. Oui, c'est un détail pour certains, mais c'est vrai que pour moi c'est ce que je retiens le plus en tant que, on va dire, observateur extérieur. Si j'essaie d'oublier les équipes qui jouaient, j'ai trouvé que l'arbitre n'avait pas du tout tenu son match et avait participé des deux côtés, bien sûr avait participé à le rendre vraiment compliqué pour les joueurs. Enfin, en tout cas il n'a pas apaisé les tensions, et ça c'était quelque part inévitable que ça se termine avec des cartons rouges. 5 cartons rouges, c'est trop, ça ne va pas. Les 5 en même temps. Les 5 en même temps. Les 5 en même temps sur une action qui, franchement, on en aurait mis un rouge à Paredes parce qu'il le méritait. Et puis après, on essayait de faire un peu preuve de pédagogie. Oui, après, il y a Kurzawa et Amavi qui ont rendu un hommage à Maxime Brossard en faisant un match de boxe. Il n'y a pas eu grand-chose. Bien sûr. Il n'y a pas eu trop de marrant. C'est impossible aujourd'hui pour un arbitre de ne pas mettre rouge là-dessus. Mais on en est arrivé là
parce que c'est parti sur des chapeaux de roue avec des joueurs qui étaient sous tension extrême, avec des Marseillais qui étaient parfaitement dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils ont très bien joué, et ils ont fait en sorte que les Parisiens les plus faibles psychologiquement comme Neymar hier soir pètent des plombs. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont gagné le match avant, on est d'accord. Ils ont en partie, oui, il fallait jouer. Non, mais oui, bien sûr, mais psychologiquement, ils avaient gagné l'avant-match. Bien sûr, oui, ça les a aidés. Et Paris aurait pas dû tomber dans le panneau. Clairement, ils ont fait n'importe quoi et c'est hyper inquiétant de la part d'une équipe qui se veut être à un niveau quand même au-dessus. Mais l'arbitre a été pas à la hauteur de l'événement et il a 34 ans, c'est encore un jeune arbitre, mais il faisait partie de ceux qui montaient. Je pense que pour lui, c'était une sorte de test et pour moi, il l'a loupé dans les grandes largeurs. Voilà. Après, c'est mettre en difficulté l'arbitre. On est d'accord avec ça ou pas, Mehdi Guillaume? Je m'explique, la Ligue met en difficulté cet arbitre. On ne dit pas qu'il est vraiment mauvais et tout, parce qu'on imagine que pour arbitrer en Ligue 1, il faut avoir un niveau, bien évidemment. Mais de le mettre là tout de suite, pour reprendre la phrase de Leonardo, même si Leonardo exagère parce que son équipe a perdu, mais il a qu'un match de Ligue Europa seulement, c'est ce qu'il avait déclaré, je crois, sur un match PSG-OM où en plus ça se frite depuis 3 semaines sur ce match dans la presse et tout. Il fallait peut-être mettre un Turpin sans manquer de respect à Monaco-Nantes qui était en train d'arbitrer. Quel même âge, mais qui a beaucoup plus d'expérience. Beaucoup plus d'expérience, mais qui était en train d'arbitrer Monaco-Nantes. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas ? Moi, je sais pas, parce que les PSG-OM des dernières années, c'était pas très chaud, puisqu'au bout d'une demi-heure de jeu, il y avait 4-0 pour Paris, donc c'était très vite réglé, alors que ça se passe de cette manière-là. Moi, j'en veux, comme l'a dit Lucas, et pour moi, la faute, elle est là. C'est les Parisiens pour moi. C'est les Parisiens qui ne doivent pas tomber dans le panneau, qui doivent continuer à jouer au foot, qui ont été hyper frustrés parce qu'ils n'arrivaient à rien, qu'ils n'étaient pas prêts à jouer. Et voilà, et le comportement général des joueurs, de toute façon, n'est pas bon. Moi, je ne veux pas parler de l'arbitrage, même si c'était quelqu'un d'inexpérimenté. Quand on joue au football, je pense que, et devant la télé, même si je ne sais pas s'il y avait tant de monde que ça qui le regardait, mais même pour des enfants qui regardent ça, c'est leur star, c'est leurs idoles, il y a un certain comportement à avoir. Et je pense que c'est plus les joueurs qui ont dépassé les limites. Tourelle qui ne sait pas tenir son groupe, enfin il n'a pas su tenir en tout cas son groupe à ce moment-là, les calmer à la mi-temps, j'en sais rien. Mais voilà, joue au football tout simplement, et moi je rejette la faute beaucoup plus sur les joueurs, voilà, que l'arbitre qui effectivement était inexpérimenté, et ça tant mieux. Vous pouvez dire qu'il fallait un autre arbitre, mais pour moi c'est absolument pas le cœur du fallait problème. Pas forcément un autre arbitre, parce qu'il avait un CV correct quand même, cet arbitre, sur le papier pour le faire, et je pense que c'était un vrai test pour lui, et pour moi il l'a foiré. Ça veut pas dire, enfin les torts sont partagés quoi. Je veux dire, il y a Paris de toute façon aurait fini sans doute avec un rouge ou deux, même avec un autre arbitre, mais on aurait pu s'éviter 5 rouges, des Marseillais qui terminent à 9, alors que bon, ils font rien du match, ils avaient gardé leur nerf quoi, quand même, ils avaient justement réussi à faire le match qu'il fallait, et là leur victoire est entachée par demander à Villas-Boas s'il est content que Benedetto soit sorti alors qu'il s'est pris un marron quoi. C'est pas possible franchement. D'ailleurs il y a une réaction chez nos confrères de Téléfoot pendant le match, où en fait la caméra de Téléfoot montre Villas-Boas qui dit toi t'as pris rouge, oui, et toi aussi, oui, et il commence à souffler, et c'est là où il se dit attends, on vient de se faire fracasser les jambes et si ce n'est plus et on prend 2 rouges. C'est vrai que oui, c'était un peu sévère. C'est allé trop loin, ouais. Et ben on verra si l'arbitre aura d'autres matchs, mais ça peut-être plus de PSG. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il fera Dunkerque contre c'est ça. Sochaux. Et en basket, s'il vous plaît. Pas du foot, il fera plus. Ou du curling. Merci messieurs, on passe au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est comme d'habitude, et c'est la nouvelle rubrique, c'est plus l'agenda de la semaine, c'est le Zoom de la semaine où à chaque fois un chroniqueur, là en l'occurrence Lucas Serdic, met en avant un match. Avant de parler de Toulouse-Sochaux, qui est le match de ce soir, dans un peu moins d'1 heure et demie, on va revenir sur la semaine dernière, les paris de la semaine dernière. Écoutez ce qui s'est dit. Mehdi Guillaume, Stade Toulousain La Rochelle. 35 pour le Stade, 12 pour La Rochelle. Beaucoup d'écart. Maxime Brossard. Je vais dire 24-16 pour Toulouse. Coraline. 30-23 pour Toulouse. Lucas. 32-7. Et moi je donne un 45-9. 45. Bon, score final, Toulouse 39, La Rochelle 23, c'est un plus 16. Donc le vainqueur c'est Mehdi qui avait donné un plus 20. Ouais. Mais par contre, donc je donne 2 points à Mehdi, mais je vais donner 1 point à Coraline qui est la seule à avoir trouvé le score exact d'un des 2 clubs. 23.
La Rochelle. Elle avait dit que La Rochelle allait avoir 23 points. Moi, je suis bon dernier, donc je pense que je vais démarrer. On marque des tout de points suite. pour le nombre de remplacements pendant le match aussi, c'est quoi ça? Ça donne des points pour tout. Peut-être Ah, c'est vrai mettre moins 2 à Jean Sureda. En rugby, c'est dur d'avoir le score exact. Bah ouais. C'est pour Pile, ça. pile, c'est vrai que c'est. Ouais. C'est vrai. Moins 2, on est d'accord pour moi ou pas? Ah bah oui. Moi, je mets moins 2, plus 2 pour Mehdi et plus 1 pour Coraline. Le match du jour, c'est Toulouse-Sochaux, Lucas Non, Serdic. c'est Castanet-Tolosan, la Seine-sur-Mer. Alors, Là, ça c'est beau en fédéral. Et là, par contre, ce sera pas PSG, mais il y aura des vrais marrants. Là. Moi, j'ai que préparé ce Ouais. match-là, Fédéral 1, 19 septembre, à 15h. Là, il va y avoir des. C'est Ah ouais. poule 3, c'est très important. Ça c'est quand bon. même. Hein. Ah oui, il va y avoir des rhinoplasties là, et des vrais, là. Ça va tomber, là, je peux vous dire. Donc, ouais, Allez, on va faire ça. on reste là-dessus, non? On Non, va- TFC Sochaux alors? Mais oui, TFC Bon, Sochaux. TFC Sochaux, l'affiche dont tout le monde attend. Voilà, c'est ça. Parce qu'ici, on est tous d'accord. Si on nous avait dit en octobre dernier que la prochaine victoire du TFC serait face à Sochaux, on y aurait pas cru. Ah, Et pourtant, c'est bel et bien ce qui va se passer ce soir. TFC Je le Sochaux. sens bien en plus. 20h45, si je dis pas de bêtises, le coup C'est d'envoi. ça. En vrai, j'avais préparé Castanet la scène, donc je suis un petit peu pris de court, désolé. C'est vrai? tu peux en dire un mot quand même. Non, c'est pas vrai. Du coup, oui, bon, bah, le TFC, que dire de plus hein, on parle même pas d'une série de matchs sans victoire qui va se briser, mais une série de défaites depuis octobre qu'on attend qu'elle se brise. Et pour Sochaux, bah, pour le coup, ça va plutôt bien. Ça serait faire la passe de 3. Deux matchs de victoire, même s'ils sont privés de leur recrue phare et meilleur joueur qui a pris Tibia Perronnet première journée à la première journée, voilà, Monsieur Sureda. Et par ailleurs, je tiens à vous dire qu'ils ont un bilan exécrable face au TFC en Ligue 2. Donc, Mon Dieu. vous qui êtes fan de stats, ça ne vous fait pas particulièrement plaisir. J'ai hâte de voir ce que vous allez pronostiquer. En attendant, il y a sans doute la nouvelle recrue du TFC, le Belge, dont j'arriverai pas à prononcer De le nom. Jaeger. Merci, De Jaeger, qui devrait jouer, 29 ans, de solides références en Belgique, vraiment, avec la Gantoise notamment, et un homme qui peut nous faire vraiment beaucoup de bien au milieu, en compagnie de Van den Bomen, dont on a tous vu les qualités, et sans doute aussi de Manu Koné, avec une attaque qui devrait être composée de Koulouris et de Bayo, qui a marqué un doublé lors de la journée précédente. Voilà, on devrait reconduire le 3-5-2 avec Machado sur le côté avec Sana, et une triplette en défense avec Gabrielsen, Amiens et Diakité, pardon. Donc ça, sur le papier, c'est une équipe du TFC qu'on a envie de voir jouer, en tout cas, avec aussi l'attaquant anglais Ailey qui sera sur le banc. Moi, j'ai envie de vous dire, je ne veux pas vous influencer, messieurs, mais écoutez, j'y crois pour la première fois depuis très longtemps. Mais, moi, je suis pour Sochaux, les auditeurs le savent, mais c'est vrai que on anime, nous sommes à Toulouse, on est vraiment là pour le TFC, parce que Sochaux, enfin, c'est trop loin, bref, peu importe, on est vraiment là pour le TFC, mais c'est vrai que c'est quand même pénible, nous, à Toulouse, de ne pas parler d'une victoire de Toulouse depuis plus d'un an. Alors, j'aimerais bien que ça dure encore au moins 5 jours. Match amicaux compris. Et match amicaux compris. J'aimerais bien que ça dure encore 5 jours, mais c'est vrai que c'est un peu pénible de toujours parler de match nul, de défaites, de séries cataclysmiques quand même. C'est vrai que c'est triste, cette descente du TFC, elle devait arriver, elle est arrivée. On pensait qu'ils allaient repartir sur de bonnes bases, mais là 2 défaites en 2 matchs en Ligue 2, on s'y attendait pas forcément, mais je pense qu'il faut prendre le temps à l'entraîneur de mettre son équipe en place, de trouver un équilibre, que les nouvelles recrues arrivent et se mettent à la Ligue 2, j'allais dire la Ligue 1, à la Ligue 2 tranquillement, et ça devrait passer ce soir, on espère en tout cas. Et ben on va passer au pronostic. Alors les gens à la radio ne le verront pas, mais je trouve que le jaune contre le violet, c'est assez original et c'est pas si moche que ça. Ouais, c'est vrai. Parce que ces couleurs. Pourtant, le jaune est très très moche. Ah oui, le jaune et bleu, sans mentir, c'est assez. Ça va quoi. Un jaune pisse quoi. Vous pourrez le voir sur le YouTube de l'émission. C'est vrai que parce que en fait Mehdi Guillaume a mis le t-shirt du TFC, et moi bien évidemment j'ai le maillot de Sochaux à côté de moi. On passe au pronostic. Je vais garder Mehdi et moi pour la fin. Marek Keta, un pronostic si vous voulez rester dans l'émission, c'est maintenant. 3. Ouais, je suis un peu à l'écart. 3-1 Toulouse. 3-1 Toulouse. Donc Marek, c'est la dernière émission. Timothée Rouille. 3-1 aussi. Toulouse. Oh là, j'aime pas ça. Lucas Serdic. 2-1. Ah, vous êtes gentil, Lucas, merci. Coraline. Mais ça fait toujours une défaite, 2-1 ou 3-1. 2-1 aussi. Ouais, mais pour le goal average, c'est bien. Mais Maxime. 14-20, non, j'ai pas. Je dirais un score de rugby, 3 partout.
3 partout. Ouais, ah oui, ouais. ça je prends. Il y aura du spectacle alors. Ouais, il en faut. Ouais. Mehdi Ouais, Guillaume. vu la défense du TFC depuis le départ, je pense qu'ils vont un petit peu resserrer resserrer les vis, exactement, ouais. tout à fait. Mais alors, je vais beaucoup vous étonner sur une application de Paris où on est, etc. J'ai parié 2-1 pour Sochaux. C'est vrai? Donc je vais dire 2-1 Non, pour mais Sochaux. dis. Donc 2-1 pour Sochaux. Il a envie de conjurer le sort, Mehdi, c'est ça qui se passe. C'est ça. Exactement. Donc si je suis la logique, je vais mettre 6-0 pour Toulouse. Pour ça, t'es sûr Parce que d'être je gagne dernier. jamais Ah oui, les tu gagnes paris. jamais. Donc je vais dire 1-0 pour Toulouse. Je D'accord. gagne jamais les paris. Ah oui. Donc comme ça, on verra bien ce que Non, ça mais c'est bon, en va. Franche-Comté, ils savent déjà tu es C'est persona non pourra plus- grata, pourra c'est plus jamais terminé pour revenir. toi. Tout le Quelle monde nous émission écoute c'est- là-bas. Quelle là, émission c'est sérieuse ton- avec c'est des ton paris à par- l'envers. Ton parrain, il met tout sur internet, c'est mort, c'est fini pour toi. C'est terminé. Et on le salue, mon parrain qui est supporter du Paris Saint-Germain et qui, pour la première fois depuis plus de 9 ans, a eu, pardonnez-moi l'expression, la gueule de bois ce matin avec la défaite de l'Olympique de Marseille. Merci Lucas, merci messieurs pour les pronostics. Réponse lundi prochain pour les résultats de Toulouse-Sochaux qui aura lieu ce soir à 20h45. Et on passe à l'invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. L'invité de la semaine, et après avoir parlé de football, après avoir parlé de Formule 1, après avoir parlé un petit peu de tennis, on va rester dans le tennis, messieurs, puisque notre invité est un tennisman professionnel depuis 2019. Hugo Gaston, natif de Toulouse, se prépare doucement, peut-être pour Roland Garros, on va en parler, et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Il y a un début de carrière professionnelle, mais déjà un palmarès plutôt alléchant, avec notamment, j'ai envie de commencer par ça, un petit peu votre carrière, parce qu'il y a déjà un joli palmarès, notamment le titre de champion olympique de la jeunesse en 2018. Vous étiez d'ailleurs le porte-drapeau de l'équipe de France. On est d'accord pour dire que c'est l'un de vos meilleurs souvenirs pour l'instant, on espère qu'il y en aura d'autres. Oui, exactement. C'était un souvenir incroyable pour moi. En plus d'être porte-drapeau, j'ai réussi à ramener 3 médailles pour mon pays. Et ramener une médaille d'or, c'est incroyable. Donc forcément, c'est des souvenirs qui vont rester très longtemps dans ma tête. Vous sentiez la pression d'être porte-drapeau? J'imagine qu'on vous en parlait, peut-être même vos amis, la famille, les entraîneurs, les dirigeants de l'équipe de France olympique de la jeunesse. Bon. Pression, je dirais que c'était plutôt de la bonne pression, voilà, de la pression qui m'a boosté. Et puis voilà, avec l'Esprit France, on était tous ensemble, on se soutenait, c'est ce qui a fait notre force. Et comme j'ai dit, j'ai eu la chance de bien jouer là-bas et d'avoir pu gagner ensemble, donc c'était forcément quelque chose d'incroyable. Une question de Timothée Rouvière. Bonjour Hugo. Bonjour. Et ça, Jean l'a dit, vous avez gagné les Jeux Olympiques de la jeunesse. Est-ce que ce Graal olympique, c'est aussi un objectif chez les seniors? Oui, exactement. Voilà, il y a Paris 2024. C'est dans un coin de ma tête. Après, je sais qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir pour y arriver. Mais c'est un objectif et un rêve aussi, voilà, parce que déjà, porter les couleurs de la France, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais avant ça, il va y avoir d'autres échéances importantes et on va se concentrer, faire tournoi par tournoi pour y arriver. Il y a le titre de champion olympique, on le répète encore une fois, mais il y a aussi le titre en double à l'Open d'Australie en 2018, toujours chez les juniors. En quoi ces titres chez les jeunes vous aident aujourd'hui dans la bascule du monde professionnel? Pour moi, c'est un bon jump pour passer chez les seniors. Voilà, en junior, j'ai eu la chance de jouer contre les meilleurs juniors de ma catégorie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur les débuts sur le circuit. Donc pour moi, c'était important de faire cette bascule et j'ai réussi à bien la faire. Et j'espère que ça va continuer. Tout ça en 2018, c'est une année dingue parce que vous avez été même numéro 2 mondial en junior. On imagine que l'année, elle est quand même incroyable. C'est formidable à vivre, j'imagine. Ouais, voilà. J'ai eu la chance de faire tous les tournois du Grand Chelem. Donc de voyager dans tout le monde et forcément finir l'année numéro 2 mondiale, c'était quelque chose de super pour moi et j'étais très content. Et puis voilà, c'était que en junior entre guillemets. Maintenant j'espère être numéro 1 mondial ou même être numéro 2 mondial chez les seniors. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Timothée Rouvière. C'est pas trop difficile de passer du monde junior et au monde senior? On sait qu'il y a de grandes disparités entre les deux. Est-ce que vous êtes suivi, est-ce que vous êtes accompagné pour passer à l'échelon supérieur? Oui, moi je suis accompagné. J'ai eu la chance de garder le même entraîneur en junior et en senior que c'est Marc Barbier, mon entraîneur. Voilà, avec Marc, on se connaît depuis longtemps et on a plutôt bien passé ce cap-là.
Après, c'est jamais simple. Faut être bien accompagné et faire attention. Donc moi, je suis dans une équipe que je connais très bien et ça se passe bien et on fait notre petit bout de chemin. Donc c'est plutôt cool. Il y a forcément beaucoup d'attentes aussi parce qu'on vient de dire votre palmarès chez les juniors, numéro 2 mondial en 2018. On est en train de se dire un petit peu comme au foot, au rugby, attention, lui c'est une pépite. Ce qui est votre cas, voilà, parce que avec tous les titres qu'on a chez les juniors, forcément, vous êtes attendu chez les grands. Comment vous gérez cette attention, cette pression qui peut être là? Moi, je ne me mets pas forcément de pression avec mon entraîneur. On travaille tous les jours pour les tournois à venir. On se met pas de pression. On essaye de progresser chaque jour, chaque entraînement pour essayer d'être performant. Et puis voilà, de toute façon, le tennis, c'est une remise en question chaque semaine. On peut gagner un tournoi et le lendemain perdre au premier tour d'un autre. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait son charme et la difficulté dans le tennis. Donc c'est quelque chose de compliqué mais de sympa à vivre. On va parler du monde des seniors maintenant. Il y a des résultats. Alors pour être honnête, bien sûr, en préparant l'émission, je suis allé sur votre page Wikipédia et j'ai vu que vous avez beaucoup de bons résultats, de titres dans le circuit futur. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs de Sportez-vous bien ce qu'est le circuit futur? Ouais, alors en fait, le circuit futur, c'est la 3e catégorie de l'échelon professionnel. Ouais, il y a les grands chelems, Master 1000 et des tournois comme ça. Après, le 2e échelon, c'est les challengers. Et le 3e échelon, c'est les futurs. Voilà, j'ai eu la chance de gagner des futurs. Et en ce moment, je joue plutôt sur les circuits challenger. Donc voilà, contre de très bons joueurs. Pour donner une idée, les futurs, je dirais que c'est entre 350-400 jusqu'à la 1000e place à peu près. Et les challengers, c'est entre la 110e place jusqu'à la 350. Et après, c'est entre le premier mondial jusqu'à 110 à peu près. On est d'accord que tout ce qui est Grand Chelem, tournoi ATP, ça rapporte des points justement à l'ATP. Le circuit futur aussi rapporte des points à l'ATP? Oui, il en rapporte. Bon, forcément, il en rapporte moins, mais il en rapporte un peu pour justement progresser au classement et pour pouvoir ensuite jouer sur les circuits challenger. Et vous avez fait, en parlant de Grand Chelem, l'Open d'Australie en début de saison, c'est bien ça? Défaite au premier tour, malheureusement. Expliquez-nous. Exactement, j'ai eu la chance de jouer là-bas grâce à une invitation. La fédération m'a donné une invitation, donc je les remercie au passage. Et c'était vraiment pour moi une expérience incroyable. Voilà, jouer en Grand Chelem en Australie, c'était vraiment sympa. Malheureusement, j'ai perdu, mais je retire beaucoup de positifs de ce tournoi-là. Il y a une invitation à l'Open d'Australie en début de saison, vous me voyez venir. Il y a Roland Garros qui arrive du 27 septembre au 11 octobre. Est-ce que vous savez, vous, si vous devez passer par les qualifications, si vous avez une wildcard, comment ça se passe, vous savez là? Je ne sais pas encore. On va avoir les réponses dans pas très longtemps. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Normalement, avec mon classement, je suis en qualification. Mais peut-être dans l'attente d'une invitation dans le tableau, je ne sais pas encore. On verra bien, mais de toute façon, je vais donner le maximum, que je sois dans les qualifs ou dans le tableau principal. Marek Keta. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Petite question. Donc hier, je voulais avoir votre réaction en fait après la finale d'hier. Donc dans le tournoi de l'US Open, il n'y avait aucun des trois fantastiques, pas de Nadal, pas de Djoko, pas de Federer. Je voulais savoir comment vous voyez l'avenir du tennis dans ces prochaines années. On espère que vous y serez, mais voilà, quel est votre regard un peu sur le futur du tennis? Déjà, hier j'ai regardé un petit peu la finale, j'ai pas regardé en entier, mais déjà ça montre qu'il y a beaucoup de joueurs et c'est top de pouvoir voir d'autres joueurs que les trois meilleurs, parce que c'est vraiment des joueurs incroyables et c'est vraiment sympa de voir d'autres joueurs. Après, je pense qu'ils vont être là encore pendant un petit bout de temps, mais de voir d'autres joueurs en finale, c'est sûr que c'est bien aussi. Nadal, Federer, Djokovic ont des carrières absolument titanesques. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'ils ont fait du bien au tennis mondial ou du mal, dans le sens où ils ont carrément banalisé l'exceptionnel en fait? Non, moi je trouve, je regarde plutôt le positif, parce que les fois on ne se rend pas bien compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quand même des choses incroyables. Voilà, ils ont gagné tous les grands chelems
depuis peut-être maintenant 15 ans, il y a que les trois quasiment qui gagnent des tournois du Grand Chelem. Et c'est vraiment incroyable de les voir au top pendant autant d'années. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Timothée Rouvière. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que là vous êtes un petit peu dans l'attente par rapport à Roland Garros. Est-ce que c'est pas compliqué de gérer cette attente parce qu'il y a eu le confinement, parce que ça a été un petit peu compliqué par rapport à la reprise du tennis professionnel et là vous savez pas trop par rapport à Roland Garros, qu'est-ce qu'il en est? Et d'ailleurs, est-ce que c'est votre reprise potentiellement Roland Garros ou il y a eu des tournois juste après le confinement? Non, non, j'ai fait des tournois après le confinement. Après, pas du niveau de Roland Garros, mais pour répondre à la question, c'est sûr que ça va être un Roland Garros différent, mais je me prépare comme si c'était une année normale, même si elle a été compliquée avec ce qui s'est passé. Mais ça va rester quand même un Roland Garros ouvert, et puis voilà, il y aura Nadal en tant que favori, et j'espère que ça va bien se passer, qu'on va pouvoir jouer en toute sécurité. Bien sûr, en tant que Français, j'imagine qu'on n'arrête pas de vous parler de Roland Garros. Il y a eu Quartararo qui a enfin gagné un Grand Prix GP pour la France. Il y a eu Gasly il n'y a pas longtemps pour la Formule 1. On attend le Tour de France et Roland Garros maintenant pour des Français. J'imagine que même du plus jeune âge, on n'arrête pas de vous dire attention, tu es Français, il faut gagner le Roland Garros. Oui, voilà, on nous dit ça de temps en temps pour rigoler, mais nous, on n'y fait pas vraiment attention. De toute façon, on travaille pour gagner ce genre de tournoi-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voit les trois champions qu'il y a devant, c'est vraiment des choses qui sont très très dures à réaliser. Donc forcément, on s'entraîne tous les jours pour essayer d'y arriver, mais c'est des choses qui sont très compliquées. Le fait d'être tennisman, vous voyez malheureusement pas beaucoup votre famille, mais vous avez la chance de voyager partout dans le monde. Là, il y a eu le coronavirus, tout le monde le sait bien évidemment, et le coronavirus est dans le monde entier. Comment vous avez géré cette période de confinement du Covid sur le plan physique, sur le plan financier, sans rentrer dans les détails bien évidemment, mais on se doute que des Nadal, des Federer, ils ont les moyens de rester chez eux sans trop bouger. Mais comment vous gérez, peut-être même des camarades à vous, comment vous avez réussi à passer cette période? Moi, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai la chance d'encore habiter chez mes parents. Donc, j'ai pas un loyer à payer ou quoi. Mais vous étiez à Toulouse? j'ai aussi la chance. Oui, j'étais à Toulouse. J'ai aussi la chance d'avoir un jardin. Donc, de pouvoir sortir un petit peu, de faire un petit peu de sport. Et puis d'avoir aussi du matos physique, quoi, pour pouvoir m'entretenir. Voilà, c'est pas de l'entraînement, c'est plus de l'entretien. Puis après, je suis quand même allé courir quelques fois pour garder la forme, parce que c'est important, et essayer de garder un contact avec la raquette. Je jouais contre le mur chez moi. Enfin, j'essayais de me débrouiller. C'était compliqué, mais mine de rien, ça fait du bien, un petit break, parce que forcément, je me suis accordé quelques jours off pour pouvoir revoir sa famille, parce que comme vous l'avez dit, on bouge beaucoup, et on n'a pas beaucoup de moments où on peut se retrouver comme ça pendant 2-3 mois chez soi. Donc forcément, j'ai profité, mais j'ai quand même gardé le contact avec la raquette un minimum, et puis l'entretien physique aussi. Dernière question, Mariquette. Oui, justement, vous parlez de Toulouse, c'est un peu votre QG, et c'est là que vous voyez évoluer aussi dans quelques années, où vous avez des envies de... Vous bougez déjà pas mal. Non, Toulouse, ça se passe plutôt bien. J'ai eu la chance d'être en Pôle France à Poitiers quand j'étais plus petit, et à l'INSEP aussi, donc à Paris. Et ça s'est très bien passé aussi. Là, Toulouse, moi, j'ai toute ma famille, et je me sens bien. Après, ça m'empêche pas de faire des semaines à Paris de temps en temps ou quoi. Mais c'est sûr que mon camp d'entraînement, c'est sur Toulouse. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Hugo. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Bon courage bien évidemment pour la suite de votre carrière. J'espère qu'après la victoire finale à Roland-Garros dans votre carrière, vous passerez nous voir. Et nous, on se retrouve. Avec plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec la question du jour. À tout de suite.
question, messieurs, et vous avez 4 minutes pour y répondre. Et on va parler Formule 1. Hier, lors du Grand Prix de Toscane, Oh là, ça le... commence. Ça y est, il va essayer de me 4 déstabiliser pour que je 4 balance. minutes en 1 minute 30, on l'a. Je vous le dis, les gars. Moi. Le drapeau jaune et rouge ont été utilisés. Il existe en tout 10 drapeaux pour la Formule 1. Et vous me voyez venir. Non. L'heure de faire un test, messieurs, et on va parler de la saison de Formule 1 juste après. Je vais vous demander un drapeau, allez, 2 drapeaux, enfin un. Et on Le verra mec si a on eu le son temps. permis, il nous teste sur le code de la route de la Formule 1. Purée. Oh oui, d'ailleurs, j'ai pas mon permis sur moi, mais c'est bon, j'ai reçu la petite carte, enfin. C'est Enfin beau. voilà, il fallait juste que je le dise. C'est beau, c'est beau. Le regard, il me juge, Lucas Serdic, il me juge. Je vous demande le drapeau catalan pour la Formule 1, le drapeau rayure jaune et rouge. Il signifie quoi? Ah. Ouh là là, la question est mal posée déjà Une de base. crevaison. C'est ça, déjà. Une ça- crevaison, non. Alors il y a le drapeau vert. Un c'est arrêt la de voiture au milieu de la piste. Non. Alors il y a le drapeau vert où il y a rien du tout, le drapeau rouge où c'est l'interruption de la course, arrêt de Ça la va être course, dur, ouais. le drapeau jaune Il y a le où damier. c'est Rouge et danger jaune, et c'est interdiction, retour. attention, il y a un Interdiction problème. de- Retour au stand. Le retour au stand, non. Est-ce que c'est en lien avec un incident de course qu'il peut y avoir? Alors ça peut avoir un lien avec un incident de course, mais pas tout le temps. Il y a des débris sur la route. Des débris, non. Il y Un a animal. quelqu'un au milieu de la route. Un animal. Un animal, non. Quelqu'un, oui. une y a personne. Quelqu'un, non. Non, non. Une moto. Un Il y a cycliste. quelque chose au milieu de la route. Coraline participe bien Il évidemment. y a quelque chose au milieu de la route, c'est ça? Quelque chose C'est au un- milieu de la C'est route. un incident. Ça dépend ce qu'on entend par Est-ce au que milieu de c'est la route, ça lié dépend à de ce la- qu'on entend par quelque chose. Je peux pas vous répondre. Est-ce à- que c'est lié Ah. à la météo? Il y a un lien avec la Ah. météo, il y a un lien. Une congère. Est-ce que c'est pas les tout et avec rien, il me fatigue. Le que but c'est du pas- jeu, c'est que je dois gagner. il vous Est-ce que reste c'est 3 pas minutes. les barrières ou les pneus de protection qui sont pas bien mis et du coup on prend le temps de les remettre? Non. Ah mais météo, du coup, c'est de la Est-ce que grêle, c'est un je sais truc pas, qui non? signifie qu'il y a un danger. De la, la ça- route est givrée. Ça peut avoir un danger, vous vous rapprochez, Marek. La route Ah. est glissante, huileuse. Il y a du brouillard. Ah, Il y a de la pluie, huileuse. du brouillard. C'est quand il y a une fuite d'huile. Non, donc quand il y a de l'huile, quand il y a de l'eau, quand il y a de la grêle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se Ça passe? glisse. Qu'est-ce C'est qui de se passe l'aquaplaning. Donc, Risque Ça glisse. d'aquaplaning. je veux Risque le mot, de- je veux le mot, je vais vous saouler, je veux le Grésil. mot. Risque de glissade. immédiate. Drapeau à bande rouge et jaune, qu'est-ce que cela signifie? Et entre Risque, parenthèses, il y a de ma réponse. dérapage. Zone glissante, je sais pas. Zone Risque d'accident. risque de Il y a ma Sortie réponse de et entre piste parenthèses, il y a marqué par- souvent c'est de l'huile ou de l'eau Ça, sur la ça piste. peut être de ça genre, c'est en l'aquaplaning. référence à votre passé à McDo, ça. Il y C'est a écrit des attention fuites. sol glissant. En fait c'est ça, mais qu'est-ce que c'est alors? Je vais vous l'accorder la réponse, mais je vais voir si vous trouvez Attention, le mot. Vous flaque, avez trouvé le flaque d'huile, flaque de quelque chose, Flaque flaque de d'huile. liquide. C'est pas attention, c'est pas attention, c'est qu'il y a Prudence. un Risque. avertissement. Prudence. Risque Alors de quelque chose. prudence oui, risque Prudence, non, risque. prudence Danger. non. Warning. Non. Vous avez trouvé, je vais vous l'accorder. Présence mais- de. Présence de. Il y a la On a présence de perdu quelque chose, donc 50% de notre audimat. Mais non, Je sais pas. Alors, vraiment, allez-y, hein, parce que là. on va c'est le l'amener. changement, vous l'avez trouvé, c'est le changement d'adhérence. Attention, purée. changement Ah, d'adhérence. l'adhérence. ok. Attention, changement d'adhérence, il commence à pleuvoir, il y a de l'huile Ah ouais, parce que ouais. attention. Ouais, mais c'est le code Le de la seul route, qui aurait pu effectivement. répondre c'est Maxime parce que sur la Saxo il n'y a pas Non, d'adhérence. non, mais c'est-à-dire que moi, c'est de toujours les changement. mêmes pneus. Moi, j'ai pas besoin. Je peux les battre, hein, parce que moi, j'ai pas besoin de changer de pneus tous les 4 matins. hein. Ah, c'est vrai, ils font 40 000 bornes, il n'y a pas de problème. Et j'ai la marche arrière. si Il je a me mis plante. les clous à la Je main. peux faire s'il marche faut. arrière, je peux revenir. y a Ils ont, aucun problème. ils ont la marche arrière sur les Non, Formule 1. il n'y a pas de, y a pas Ouais, de marche arrière. Verstappen, je crois pas, hier, ouais. il a voulu faire Ça une dépend, marche arrière. je crois que ça dépend desquels. Non, Je crois que ça normalement, dépend. il y a Oui. pas de Normalement, il n'y a truc, pas, hein. y a Bah, pas y de a marche pas besoin arrière. de marche normalement. arrière normalement. Non, sur non, une non. Tu fais Formule une 1. tête à queue, c'est bon. Hein. C'est ça, exactement. C'est ce qu'ils Ouais. font souvent. Votre saxo sur une Formule 1, ça donnerait quoi? Ouais, ça serait du solide. Hein. Ça serait l'arrivée de Citroën en Formule 1. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez Ouais. Maxime mais moi je le vois plutôt au 500 miles d'Indianapolis. votre Ah Saxo. ouais, moi j'aime. Ouais, non, en Sur plus l'endurance, là, ouais. du Stock Car ou du NASCAR, ouais. Ça serait pas mal, ouais. Et en plus, la saxo a dû Pour la passer au finir. stand il y a pas longtemps là. Ah, bah oui, là, ouais. va bien rue frein cassé, ouais. La Saxo sur l'étape du Tour de France, elle se fait Ouais. battre par Roglic. Ah, je pense. Non, sur les pentes, parce qu'on va souvent en voiture avec. Ah, si, Maxime sur Brossin. un col hors catégorie, il a raison. Je Ah pense oui. que j'aurais du mal à tenir les 35, hein. C'est sûr. Hein. Ah en descente par contre vous êtes mort parce que Roglic en descente. Bon, bah si, je l'écrase et puis je roule. On Ah. peut encore le rattraper, Maxime Brossard. Ouais, attends. Il descend à Connais- 80-90, les Je connais gars. pas le pilote, là. Ouais. Et je vous donne un deuxième drapeau. On a encore un petit peu le temps, messieurs. Le drapeau bleu, tout simplement, tout bleu. Ça signifie quoi? C'est très facile. On est proche de la mer. Ouais, bonne réponse. De Ça veut non, dire, pas du tout. ça veut dire tour, Tous de, à la piscine. tour de chauffe. Tour de chauffe, non. Tour de Ça monte un tour de quelque chose particulier. Ah, il y a un lien avec un tour, oui.
Oui, bien sûr. C'est l'avant-dernier tour. Premier Non. tour accompli. Dernier tour avant un redémarrage, un redépart. Non. C'est les warmer laps là. Alors, je vous demande le drapeau bleu sur la piste. Le drapeau bleu peut être en sortie de stand. Je vous le donne, ça signale une voiture en piste. Attention, quand vous rentrez dans le stand, il y a une. Dans la ligne. Il y a 2-3 voitures qui arrivent. d'accord. Et maintenant, moi, je vous la demande sur le circuit. Qu'est-ce qui se passe si on a le drapeau bleu? C'est un lien avec la météo toujours Ah, plus de météo, là, il n'y a plus aucun lien. Est-ce que par rapport aux protections, comme disait Mehdi tout à l'heure, il y a un lien de protection indirect, mais ne vous arrêtez pas dessus. Ne vous arrêtez pas dessus. Voiture engagée, quelque part. Pardon? Voiture engagée. On se rapproche. Il est bon, Maraki, il a presque ouais. trouvé les deux. à c'est chaque pendant fois. les essais qu'il y a. Non, pas les essais. Pendant la course, le Grand Prix. Enfin, pour les essais aussi, les qualifications aussi. Mais C'est du trafic. Ah non, C'est quand voiture qui c'est redémarre. c'est quand t'as un tour d'avance et que t'es obligé de laisser passer la voiture qui est pas. Enfin, en gros, c'est Bonne Hamilton. réponse. Ah ouais, Hamilton oui. met un tour à tout le monde parce qu'il y a que lui qui fait ça. Voilà. Ouais. Et, Quand voilà, le dernier- et Magnussen est obligé de le laisser passer. D'accord. parce qu'ils sont comme pourquoi ça. Magnussen d'un coup Magnussen les ou As, ils sont Latifi pas en ou forme. Russell, c'est toujours les mêmes. De toute façon. Exactement, c'est une voiture ayant un tour d'avance et Vettel. sur le point de dépasser une voiture attardée, tout simplement. Et Mehdi l'a expliqué. Le dernier, dès qu'il voit le drapeau bleu, il doit presque se mettre sur le côté. Enfin, il faut pas qu'il s'arrête non Faciliter plus, le mais passage. il doit faciliter le passage dans les virages, dans les lignes droites pour laisser D'accord. passer le Ah ouais. leader de la course, ou le Intéressant, deuxième, ça. le troisième, etc. Un mot sur la saison de Formule 1. Il y a eu Gasly, il y a toujours Hamilton. Ce sera Hamilton le champion du monde. on Ce est sera d'accord. Hamilton le champion du monde, ça c'est sûr. La Mercedes est très très puissante. Alors quoique, on l'a vu lors du dernier Grand Prix, lorsqu'elle est prise dans le trafic, la Mercedes, elle a plus de difficultés à Ça, c'est rivaliser. normal. Ça c'est normal, mais c'est Non le point faible c'est le point faible de Mercedes. Après, Mercedes n'est pas souvent au milieu d'un peloton, entre guillemets. Oui, Non, mais mais ça ça peut peut arriver. Mais c'est vrai que ça peut, Ça peut arriver. ouais. C'est sûr que Mercedes va gagner, ça c'est sûr. Bottas va faire deuxième. Mais on voit derrière qu'il y a des petits jeunes qui poussent, comme Sainz, comme Stroll, comme Gasly dans une autre mesure. Et c'est Gasly vrai qui que ça devra fait- avoir un autre volant bientôt. Moi j'ai Voilà, qu'une chose on à dire, espère. regardez le MotoGP, c'est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Et surtout, voilà. mais surtout c'est la saison prochaine qui va être assez passionnante. On va voir comment Ferrari va s'en sortir parce que cette année c'est vraiment compliqué. On va voir Renault qui va revenir aussi avec Alonso Sans l'aide et de la Ocon. FIA, c'est dur. Il y a des Voilà, changements- on il y a verra des- comment ça va se Alpine passer. en il y a des plus chan- aussi, il y a Lucas des- Serdic. il y a des changements de baquet en plus. Non, mais je suis Oui, il y a d'accord beaucoup de avec changements de Mehdi. baquet. Ouais. Et Hamilton, c'est pas exclu qu'il aille voir ailleurs. Hein. Oui. Parce Oui, que vous justement, pensez il va y avoir des nouvelles règles, et donc il va y avoir un peu des cartes rabattues, et il va y avoir beaucoup de baquets qui vont se libérer. Et oui, c'est pas C'est le grand impossible. mercato. C'est pas impossible Ah. qu'il aille se lancer un nouveau défi ailleurs. Et ben on suivra les aventures de Lewis Hamilton ainsi que tous les pilotes. Beaucoup de pilotes. Je crois que les 3/4 des pilotes sont en fin de contrat. Alors déjà certains ont retrouvé des écuries bien évidemment. Oui, mais Vettel qui mais, va chez Racing Point. voilà, Il y a déjà exactement. eu des transferts. il y aura mais, beaucoup. L'hiver en Formule 1 sera agité. Merci messieurs. On va passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Samedi, la Coupe d'Europe de rugby reprend enfin ses droits et termine la compétition 2020 avec 3 clubs français encore en lice, dont un duel en quart de finale. Les équipes du top 14 ont un bon coup à jouer. Messieurs, la question elle est simple. Un club français va-t-il s'imposer? Marek Keta, Oui. Timothée Rouvière, Non. Maxime Brossard, Non. Lucas Serdic Oui. et Mehdi Guillonneau. Je sais même pas ce que c'est ce sport, je n'en sais rien. Bonne réponse de Mehdi Guillonneau. Je me tourne vers le spécialiste, forcément. Maxime Brossard, vous dites non, c'est trop juste? Pour S'il y a moi, des bagarres, oui. des bagarres, ouais, non. Non, je vois bien le Leinster ou les Saracens, Ah oui un des deux là qui vont s'affronter d'ailleurs en quart de finale. Je pense que le vainqueur de ce match-là sera potentiellement le futur vainqueur. Surtout, je vois bien les Saracens parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont derniers de leur championnat, ils sont rétrogradés. Et donc là, bon, ils continuent de jouer, mais Les Saracens sont tenants du titre. sont tenants du titre et ils sont officiellement relégués depuis longtemps. Et ils ont l'avantage en plus d'avoir gardé leur ossature, c'est-à-dire ils vont garder tous leurs internationaux pour jouer en deuxième division anglaise. Donc ils sont c'est une détendus, boucherie. ils sont sereins, ils n'ont plus que ça à jouer puisqu'en championnat, ils sont un peu en roue libre, ils font tourner. Donc ouais, je vois bien les Saracens, mais le Leinster aussi, parce que là, il y avait le match de Pro 14, la finale de championnat de League Celt. Ils ont battu l'Ulster justement en finale et je les ai trouvés assez impressionnants aussi. Donc voilà, pour moi, c'est les deux favoris. Timothée Rouvière. Aussi d'accord avec Maxime, je vois le Leinster et les Saracens sacrément forts cette année. Et Il a pas dit oui, puis
Non, il a dit non. Je l'ai pas dit quand même. Excusez-moi, Oh, la balance. C'est Marek qui a dit. Non, je viens de douter. Excusez-moi, Timothée. Il y a c'est pas de Marek. souci, je vous pardonne. Et surtout, moi, je vois que les trois je dis oui, clubs français, que ce soit le Stade Toulousain, Clermont ou le Racing, ils sont en début de saison et c'est plutôt des clubs qui performent pendant, allez, on va dire mars, avril, le printemps. Et au vu de moi, ce que j'ai vu sur les 2-3 premiers matchs de championnat, je les vois pas trop gagner. Donc après, voilà, et que les autres clubs sont peut-être plus en avance en termes de préparation, ils sont des joueurs qui sont plus frais, donc je les vois plus performer, et le format est assez particulier cette année, donc pas un club français cette année en tout cas. Maxime, où en sont les autres championnats? Le top 14 a repris il y a 2 semaines, Ouais. ils en sont où les autres? Les Anglais, ils jouent. Hein, ils sont là, actuellement, c'est Exeter justement qui va jouer aussi un des quarts de finale contre Northampton, qui est largement premier de Premiership. Donc les Français n'auront pas d'avantage du fait d'avoir repris la compétition. Non. Et puis en plus, par rapport à ce que disait Timothée, justement, le Leinster et l'Ulster ont joué un match de haut niveau le week-end dernier. Ils se sont affrontés en finale. Ils ont joué un match de phase finale avec un enjeu au bout. Et le match, je l'ai regardé, la finale de Pro 14, dont je vous parlais. Et ça tapait, donc ils sont prêts. Après, oui, effectivement, pour revenir au Stade Toulousain, je pense que honnêtement, ils n'ont pas trop à s'inquiéter de l'Ulster. Je pense qu'ils ont les cartes pour pouvoir les battre. Et si je mets un seul favori français, pour moi, c'est le Racing qui marche sur l'eau un peu en ce moment. Après, sinon, le reste. Qui a étrillé Montpellier ce week-end. Ils sont bons. Le Racing, là, franchement, moi, ils me font peur même. Mareketa, vous êtes d'accord avec Maxime Brossard qui vous dit que. Parce que vous avez dit oui, un club français. Vous êtes d'accord sur le Racing 92 ou vous pensez bien évidemment on est à Toulouse, on pense au Stade Toulousain. Moi je disais oui en fait parce que simplement j'ai envie d'y croire avec 3 clubs qualifiés pour l'instant en quart de finale. Et il y aura forcément un club en demi-finale parce que Clermont et le Racing s'affrontent. Le Racing, c'est ça, oui. Oui, moi après j'ai envie de croire à Toulouse. Voilà, les 2 premiers matchs de championnat qu'on a eu, on a eu une défaite face à Clermont, mais ça fait 2 beaux échauffements peut-être. Donc il y a une vraie possibilité de décrocher un trophée en début de saison. Bon, c'est pareil pour toutes les équipes, mais moi j'ai envie d'y croire. On est d'accord que sans manquer de respect aux autres équipes, le tableau de Toulouse, il est dégagé jusqu'à la finale ou pas? Exeter. Vous avez Exeter. C'est par contre, honnêtement, un Exeter Stade Toulousain, je pense que là, il faut le regarder à tout prix parce que c'est 2 équipes qui jouent le plus en Europe. Et ça serait un feu d'artifice. Quand vous dites qu'ils jouent, c'est. Ah ouais, il y a du jeu, ça envoie le ballon au large, ce serait un feu d'artifice. Voilà, un Exeter Toulouse en demi, ce serait beau. Après, honnêtement. Je sais pas trop. Honnêtement, même s'ils allaient en finale, je vous dis, le vainqueur pour moi de Leicester Saracens, ce sera potentiellement le vainqueur du tournoi. Et il affrontera le club français entre Clermont et Racing. On est en train de dire que le Stade Toulousain est franchement largement capable d'aller en finale. Et moi, je suis désolé. Ils peuvent aller en finale. Mais une fois que le Stade Toulousain est en finale, c'est une équipe tellement joueuse, tellement imprévisible, avec des joueurs qui sont tellement talentueux que c'est franchement possible de battre le Leinster ou le Saracens. Il y a le côté imprévisible, mais c'est-à-dire que dans une finale, souvent, il y a aussi le côté où il faut quand même jouer un peu plus sur de la gestion et la conquête aussi est nettement plus importante quand on voit les packs du Leinster et des Saracens comparé au pack de Toulouse qui est un excellent pack, je dis pas le contraire. Pour moi la supériorité elle viendrait de là, elle viendrait du paquet d'avant. Après au niveau des 3 quarts, je suis d'accord avec vous, la meilleure ligne de 3 quarts d'Europe, elle est au Stade Toulousain. Ça, c'est indéniable. Mais devant, pour moi, le Leinster et les Saracens, c'est nettement plus équipé, c'est nettement plus expérimenté. Et avoir aussi les conditions météo. Un gros match sous la pluie en finale, imaginez, je vois mal le Stade Toulousain arriver à produire son si beau jeu dans des conditions comme ça. Donc je pense qu'ils sont plus des équipes tout-terrain, comme Leinster Saracens qui peuvent s'imposer. Après j'espère me tromper, honnêtement, je serai pour le Stade Toulousain à chaque fois, ça c'est sûr. Et le match avant le confinement était prévu au Stadium, il a été remis, entre guillemets, enfin il a été mis tout simplement à Ernest Vallon. Timothée Rouvière. Oui, je suis d'accord avec Maxime, c'est vrai qu'on aimerait bien voir un club français gagner, ça fait quand même pas mal de temps que les clubs français vont en finale, ça fait depuis 2015 et Toulon qu'il n'y a pas eu de victoire française dans... Vous avez réussi le triplé, 2013, 2014, 2015. Dans ce championnat d'Europe. Moi, c'est plus au niveau de la profondeur du banc. Je crains un petit peu. Vous avez quelques blessés, surtout au niveau des piliers. Il y a quand même plus d'expérience et il y a quand même plus de joueurs frais et disponibles chez les autres clubs. Mais je pense aussi au Racing, à Clermont, au Leinster et au Saracens. Je pense que Toulouse est un petit peu juste. Ce quart de finale sera arrivé un peu plus tard. Non, je sais pas. Ça sera en fin de saison. Je serai d'accord avec Timothée, mais là, ça va pas être un problème. Ils sont frais là, ouais, je pense. On parlait du Stade Toulousain avant le confinement, au mois de février, comme potentiellement un favori ou en plus, enfin dans ce que disaient les dirigeants après avoir été champion de France en 2019, ils voulaient avoir le titre de champion d'Europe en 2020 et faire entre guillemets l'impasse un petit peu sur le championnat.
Là, les cartes sont rebattues, bien évidemment. Le Stade Toulousain, on est d'accord que ça reste quand même l'un des favoris avec Leicester et Saracens. Non, mais clairement, c'est un des favoris. Pour moi, il y a 4 favoris, du coup. Leinster, Saracens, Racing et Toulouse. Il a donné la moitié, c'est ça qui est bien. Mais non, mais c'est vrai que là, honnêtement, après, je vous dis, pour moi, les deux principaux, le principal favori sera le vainqueur du quart entre Leinster et Saracens. Pour moi, j'en suis quasiment certain. Le Stade Toulousain qui est quadruple champion d'Europe. Le dernier titre, c'était en 2010 contre Biarritz, victoire 21-19. Un mot sur le nouveau format. Vous avez 1 minute, même pas 30 secondes, Maxime Brossard, pour expliquer. Il y a le format qui change de la Coupe d'Europe. C'est la minute sponsorisée par la NASA, du coup. Donc, il y aura 24 clubs en 2 poules de 12. Ça va se répartir sur 8 week-ends. Donc les 4 premiers de ces poules vont se qualifier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ces poules, il pourrait y avoir donc plusieurs clubs français, mais ces clubs français ne pourront pas s'affronter entre eux. Voilà, ça va fonctionner comme un mini-championnat, sauf que les clubs français ne pourront pas s'affronter entre eux. Ça sera des poules de 12 sur 8 week-ends parce que tout le monde ne va pas s'affronter. Tout le monde va pas s'affronter. Tout le monde va pas s'affronter. Voilà. Un avis sur ce... Je n'ai rien compris. C'est affreux. C'est comme la Ligue des Nations au foot. C'est une période dans 2 ans, on n'aura toujours pas compris. C'est une période de transition et ça va changer rapidement. Les clubs étaient plutôt d'accord sur ce format. Parce que ça élargit la palette et ça permet plus de qualifier, donc plus d'entrées d'argent, plus de matchs de Coupe d'Europe. Donc c'est bon pour les clubs, mais c'est pas bon pour les spectateurs parce qu'on va se perdre, je pense. Mais bon, à voir. On se perdait déjà un petit peu. Ouais. Avec ces histoires de qualifier 3 sur 5. Oui, 3 sur 5. C'était un peu compliqué à suivre. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, messieurs. Merci Coraline à la réalisation. Merci à Timothée et Marek pour leur retour. On met les chaussures. On met les chaussures Mehdi. On met les chaussures Maxime. Ah ouais. Direction. Enfin, on les avait déjà, bien évidemment. Direction le stadium pour Toulouse-Sochaux. Nous, on se retrouve lundi prochain dans Sportez-vous bien. À lundi et bien évidemment, allez Sochaux. Allez le TFC. Allez Toulouse.